Ça fait aujourd'hui précisément 12 semaines qu'on m'a enlevé l'utérus et j'avais très envie de faire cette vidéo pour expliquer mon parcours, donc mon cas d'endométriose et d'adénomiose, donc cette maladie dont on parle souvent, et pourquoi avoir choisi l'hystérectomie, donc l'ablation de l'utérus, comment j'y suis parvenue et surtout quelles questions, quelles notions en fait ça soulève encore aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui n'est pas totalement accepté, en tout cas pas facilement accepté. Donc j'aimerais revenir sur tout ça. Tout d'abord, moi j'ai eu un problème depuis très jeune. J'avais des règles extrêmement douloureuses et tous les symptômes aussi, enfin la plupart des symptômes qu'on connaît d'endométriose. Je vais pas forcément revenir sur ça, sur la définition de cette maladie parce que d'autres personnes m'expliqueront mieux que moi. Je pense qu'on en parle déjà pas mal, je pense qu'il y a déjà pas mal de contenu là-dessus. J'avais beaucoup de mal à consulter, à me faire diagnostiquer parce que forcément c'est stressant, on n'a pas envie, mais j'ai fini par me décider et donc j'ai pu me faire diagnostiquer. Le diagnostic, pour dire brièvement, j'ai passé une échographie pelvienne externe, donc juste à travers le ventre, et ensuite une IRM. Pourquoi je précise juste à travers le ventre? Parce que je sais que beaucoup de personnes, notamment des adolescentes très jeunes, peuvent repousser le diagnostic parce qu'elles ont peur du type d'examen qu'on va devoir leur faire en fait. Et il faut savoir que non, ça passe pas toujours par des examens invasifs, donc intra. On peut demander que ça se passe autrement parce que bien sûr dans l'endométriose il y a aussi des douleurs locales qui permettent pas certains examens, ou alors dans une douleur ce n'est pas nécessaire de se rajouter ça quand on peut faire autrement. Une fois le diagnostic posé, j'ai été voir une spécialiste d'endométriose, donc une femme, un chirurgien, qui m'a expliqué que j'allais devoir me faire opérer. J'ai parlé à cette femme de mon souhait d'hystérectomie puisque je lui ai expliqué que, pour resituer un petit peu les choses, je ne veux pas faire d'enfant, je veux adopter mais je ne veux pas faire d'enfant. J'ai pas envie de m'encombrer avec une contraception qui va encore plus me compliquer la vie. Donc j'avais déjà brièvement parlé de stérilisation, de ligature des trompes, etc. à d'autres médecins qui me faisaient déjà les gros yeux pour ça. Et là, à cette femme, quand je lui disais hystérectomie, elle me disait attendez, on ne vous acceptera jamais ça. Donc on va reprendre les choses dans l'ordre. Elle me faisait très clairement comprendre que elle ne l'acceptera pas. Qui n'était pas forcément moderne sur certaines choses, mais en même temps qui m'inspirait quand même confiance en ce qui concerne ses connaissances, son expérience en fait. Donc j'ai accepté de me faire opérer par elle, qui consistait à enlever des kystes d'endométriose. C'est une opération qui n'était pas facile, qui a été quand même douloureuse, mais qui était de toute manière nécessaire. Et puis de toute façon, quand on compare les douleurs d'opération avec les douleurs qu'on connaît dans l'endométriose, n'ayez pas peur de ça. Mais bon, j'étais forcément déçue, je me disais putain, c'est une opération, mais c'est pas celle que je veux. Parce qu'en fait, pour réexpliquer grossièrement les choses, étant donné que mon utérus était la source du problème, je voulais qu'on me l'enlève, pas seulement, je voulais aussi qu'on soigne ce qu'il y a autour, mais qu'on enlève en fait la source du problème, et pour en plus me retirer les règles et pour me rendre stérile. Pour moi, ça cochait toutes les cases, c'était parfait. Donc jusque là, j'avais un diagnostic d'endométriose sévère et tous les problèmes qui vont avec. Et donc, je me fais opérer, ça se passe, je vais pas dire que ça se passe bien, mais ça se passe. L'opération se déroule comme prévu, sauf que il y a un kyste qui revient très vite. C'est-à-dire qu'après, quand je dois repasser des examens, on voit qu'il est de nouveau là. Et donc pour l'instant, il est plus petit, mais il va regrossir et ça va causer problème. Entre-temps, avec ce médecin-là, cette femme chirurgien, on avait mis en place tout un traitement que je vais pas vous développer parce qu'en vérité ça sert un peu à rien. De toute façon, selon les cas, il y a peut-être des petits changements, je ne sais pas. Je suis pas médecin, je vais pas vous dire c'est comme ça que ça se passe, vous verrez ça avec vos médecins. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'était quand même des traitements assez lourds. Il y avait quand même il était quand même question d'une ménopause artificielle. Donc c'est quand même des traitements qui marchaient bien pour ma part, j'avais plus de douleur, ça fonctionnait comme ça le devait, mais c'est un traitement lourd qui est temporaire. Et ensuite l'idée c'était de me mettre sous pilule, pour en fait une pilule qu'on prend en continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de placebo, on la prend vraiment en continu pour suspendre les règles.
Et déjà, c'est une pilule, c'est quelque chose qui, moi, me contrarie, j'ai pas envie de prendre ça toute ma vie. Et ensuite, en fait, ça marche un temps, mais après, la pilule ne fonctionne plus, les règles reviennent, on doit changer de pilule, et ainsi de suite. Donc moi, pour moi, c'était pas une solution viable. Et quand je lui avais expliqué, j'avais dit, mais qu'est-ce que je dois faire après, je vais la prendre combien de temps? Et elle m'avait répondu, vous la prenez jusqu'à ce que vous vouliez des enfants, sauf que ce n'est pas ce que je veux. Bref, donc ça ne me convenait pas. Ensuite, j'ai fouillé un petit peu et j'ai cherché une piste. J'ai trouvé par le biais du groupe Facebook stérilisation volontaire, ligature et sûre, etc. Vous pouvez le trouver facilement. C'est un groupe où vraiment on parle de stérilisation, on parle aussi de maladies telles que l'endométriose et on s'échange des bons noms de médecins. Et donc voilà, je cherchais, en fait je savais que c'est pas facile de trouver un chirurgien qui va accepter l'hystérectomie pour une personne qui a 22 ans. 21 même quand j'ai demandé, je ne sais plus. Mais je me disais, je vais chercher sur la piste des médecins qui acceptent par exemple une ligature des trompes. Comme ça, au pire des cas, je ferai ça en 2 fois, enfin je ne sais pas. Et donc, j'ai trouvé le nom de ce chirurgien. Il m'a demandé de ne pas donner son nom directement comme ça sur les réseaux parce que même s'il a accepté dans mon cas, ça dépend des situations. Je n'ai pas dû chercher trop longtemps puisque là maintenant c'est fait, je n'ai que 22 ans. Mais je me suis pris quand même des réflexions, même de la part de médecins qui n'avait pas vraiment de responsabilité dans l'histoire, mais je me souviens d'une échographe par exemple, quand je lui disais que c'était prévu que je me fasse enlever l'utérus, elle criait dans le cabinet, enfin elle parlait super fort, elle disait comment? Mais ah bon? Mais on va quand même pas vous braquer l'utérus, alors là c'est lui qui me braque en l'occurrence, mais on va quand même, mais qui a accepté de faire ça? Mais non, vous êtes toute jeune, etc. Pourtant j'avais vraiment une vie qui devenait c'était insoutenable en fait cette maladie, c'était horrible parce qu'il y a les douleurs de règles, d'accord, mais déjà quand on dit oui c'est qu'une fois par mois, non, c'est plusieurs jours par mois, donc ça veut dire que pendant une semaine, jour et nuit, vous allez avoir mal pendant des heures mis bout à bout. Et c'est des souffrances vraiment qui sont, voilà, vous avez déjà entendu des descriptions, ça va aussi vous rendre malade, ça va attaquer aussi des organes digestifs, vous pouvez pas vous déplacer comme vous voulez, puis même quand ça va, vous savez qu'à tout moment vous pouvez quand même être un petit peu malade, ou vous savez que, là, la semaine prochaine, ça y est, ça va retomber, donc il faut que je m'organise, vous voulez aller à un concert, bah ouais, mais peut-être que vous allez avoir vos règles, donc vous commencez, toute votre vie tourne autour de ça. Les règles, c'est quelque chose de sain. Vraiment, je fais pas cette vidéo pour diaboliser les règles. Bien sûr que les règles, c'est sain. On est pressé, en fait, que la puberté arrive, et les règles, ça peut symboliser quelque chose de joyeux. Mais quand ça prend cette tournure, et quand on est tout simplement malade, c'est invivable. Et là, c'est vrai qu'on commence à y réfléchir, et à se dire, il faudrait que je me débarrasse définitivement de mes règles, en fait. Ce serait ça, la bonne solution. Et donc, je peux vous dire qu'au vu des réactions que j'ai pu avoir, c'est l'une des motivations principales pour laquelle je fais cette vidéo là, c'est parce qu'en fait on se rend compte que déjà même quand vous dites je ne veux pas faire d'enfant et j'en suis sûre, on essaye de vous convaincre que vous n'en savez rien et que vous pouvez changer d'avis. Or, même si je change d'avis, moi je prends la responsabilité, j'assume. On évoque aussi votre futur mari, professionnel de santé, qui m'a dit mais quand votre vie va commencer et que vous allez être marié, une chose que j'ai remarqué également, c'est que quand je disais que je souffrais vraiment de cette maladie, bon, on me disait, c'est pas ça, on me disait pas de rester comme ça, mais bon, on disait oui, on va faire ce qu'on peut. Et quand j'ai commencé aussi à évoquer, parce que c'est aussi des questions qui arrivent, faut savoir que l'endométriose et autres, ça crée des problèmes aussi intimes, des douleurs sexuelles, par exemple ce qu'on appelle des dyspareunies. Là, il y a une réaction, c'est-à-dire que quand tu es dans une config hétéro, c'est-à-dire quand tu es une femme et que tu fréquentes des hommes, là tout d'un coup on s'inquiète parce qu'il faudrait surtout pas que des hommes soient frustrés à cause de ta maladie. Donc là tout de suite on va te donner un papier, on va te dire ah bah voilà je vais vous donner le nom d'une consoeur qui va vous aider là-dedans. Mais ce n'était pas mon problème principal en fait. Là je parle d'un truc qui me rend malade au point où je ne peux plus me lever et on refuse l'opération qui réglerait tous mes problèmes. Mais là par contre quand j'évoque la sexualité et la sexualité d'un homme, là tout d'un coup on se sent concerné. Ok. Et là, j'en arrive aussi à un point très important que je voulais évoquer, c'est la dualité sexualité et maladie de ce type.
Faut savoir que l'endométriose, ça peut créer des douleurs pendant les rapports pour pas mal de raisons différentes. Donc soit la maladie a créé des lésions qui font que vraiment au moindre contact ou je ne sais pas comment ça se passe, ça fait très mal. Et il y a aussi une conséquence, c'est par exemple le vaginisme. Le vaginisme, c'est le périnée qui va en fait se contracter très fort. Ça peut être dû à une maladie telle que l'endo ou autre. Ça peut aussi être dû par exemple à une personne qui a vécu des abus et donc qui va, son corps a enregistré que voilà, les rapports c'est dangereux, c'est la violence, ça fait mal, c'est de l'humiliation ou autre, et ben elle va en fait très fortement se contracter et donc ressentir des douleurs ou être incapable d'avoir certains rapports, certains examens. Après il y a aussi le vaginisme partiel, c'est-à-dire que dans l'intimité ça va pas vous poser de problème plus que ça, mais dans un environnement stressant, là pareil ça va très fortement se contracter. Et puis ensuite voilà, il y a tout simplement le fait que il y a des moments où vous êtes malade, vous êtes plié en quatre, vous n'êtes pas en mesure d'avoir envie d'un quelconque rapport sexuel. Et ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup quand j'entends des témoignages de femmes qui ont de l'endo, par exemple, et qui disent « Moi, ça fait 10 ans que je souffre à chaque rapport. » Et je me dis « Mais comment ça, tu... » Il y a des personnes qui peut-être ont des douleurs, mais qui en même temps, ça provoque du plaisir, donc l'envie est plus forte que la réticence, ok. Mais j'ai quand même un doute, parce que je pense que dans beaucoup de cas, il y a ce côté, ce mimétisme, de dire c'est comme ça, les rapports ça se passe comme ça, donc moi je fais et c'est tout, et ça me fait mal, et tant pis. Mais c'est terrible, parce que déjà ça veut dire que toi tu souffres énormément pendant tes rapports, ce qui est quand même l'opposé du but d'un rapport, et ensuite ça veut dire que la personne en face, ça la dérange pas de te faire mal. Et ensuite, la sexualité c'est vaste. C'est suffisamment vaste pour trouver des choses qui te font du bien sans avoir ce truc horrible de ouais à chaque fois j'ai mal et je suis pliée en quatre après et je comprends pas, j'ai trop mal et tout. Alors évidemment je suis pas en train de dire de si t'as mal tu laisses ça de côté, non. Il faut essayer de régler le problème, il n'y a aucun mal à consulter et à faire ce qu'il faut pour avoir la sexualité la plus saine possible et la plus épanouissante, il n'y a pas de mal à ça. Mais juste en attendant de trouver une solution, pourquoi continuer ce qui te fait souffrir ? En dehors même de la maladie, normalement, chacun et chacune est censé trouver la sexualité qui lui est propre et qui est adaptée à son corps, à ses envies, à sa personnalité. On n'est pas là pour reproduire des... C'est un truc que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais on n'est pas là pour reproduire des schémas, en fait. Très souvent misogynes, évidemment, ou en tout cas très centrés sur un plaisir masculin et sur une dynamique de domination, dominant-dominé. Soyez créatifs, réfléchissez, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Et puis après, petit à petit, il y a beaucoup de soucis qui peuvent se régler avec le temps. On parlait tout à l'heure de vaginisme, c'est quelque chose qui peut se régler en consultant, il y a de la rééducation, il y a comprendre en fait pourquoi vous avez ça, est-ce que vous avez subi un traumatisme, est-ce que c'est des mauvaises informations, est-ce que c'est un très très fort stress lié à cette partie du corps. Enfin c'est un sujet que je trouve très très important parce que c'est très révélateur d'autres choses en fait. En dehors même de la maladie, est-ce que vous êtes vraiment dans une sexualité qui vous convient ou est-ce que vous imitez ? Est-ce que vraiment votre partenaire respecte ça aussi ? Si vous êtes malade de type endométriose, c'est impensable, c'est pas possible de rester avec quelqu'un qui ne respecte pas ça. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne respecte pas ça, s'il vous plaît, ne restez pas dans cette situation, vraiment, c'est là que je me rends compte aussi que la sexualité, même de la part de professionnels, elle peut être très mal abordée. Parce que déjà, bien sûr, très hétérocentrée, mais encore une fois, centrée sur le pénis. Vraiment. C'est-à-dire que vous êtes là, vous venez avec un corps qui est constitué d'un utérus, d'un vagin, et on va vraiment vous parler de quelque chose qui parfois n'a même pas lieu dans votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez consulter dans un moment où vous êtes célibataire, où vous parlez de problèmes autres, et on va vous parler d'une sexualité qui n'est même peut-être pas la vôtre. Il y a une question qu'on va vous poser, j'ai déjà fait une vidéo qui parle du mythe de la virginité. On va vous demander, êtes-vous vierge ? Et si vous répondez, non, dans le sens vous avez déjà une sexualité, on va estimer que c'est d'accord, alors vous allez supporter n'importe quel appareil du cabinet dans votre corps. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. Parce que déjà, les médecins ne savent pas ce que vous faites exactement de votre intimité, et c'est pas parce que vous supportez la pénétration dans l'intimité que vous allez la supporter au cabinet. Parce que ce n'est pas la même chose. En fait, ce qui est très important avant de consulter, c'est de connaître ses droits. De savoir comment doit se passer un examen gynécologique, et de se dire mais en fait si je ne veux pas, en fait il n'y a pas question de caprice parce que c'est votre corps, c'est votre intimité, c'est très important et c'est pas anodin.
Revenons-en au sujet principal de la vidéo, l'hystérectomie. Quand j'ai vraiment compris que c'était ça qu'il me fallait, en me documentant, en parlant aussi avec des médecins qui m'expliquaient comment fonctionnait cette maladie, j'ai vraiment pris cette décision. Je me suis dit c'est vraiment ça qu'il me faut. J'ai pas suffisamment de recul pour dire que c'est officiel, je n'ai plus rien, mais normalement je suis censée être tranquille maintenant. J'ai vraiment vécu des moments d'enfer avec cette maladie. C'était vraiment très difficile déjà d'être malade et ensuite de consulter. Alors, consulter, c'est jamais drôle pour personne, je vais pas dire que je suis plus légitime que d'autres à stresser, mais je fais juste une parenthèse sur le fait que moi je suis phobique à mort du sang, des hôpitaux, des examens, des aiguilles, des seringues, des trucs comme ça. Même une prise de sang, c'est très dur pour moi, une prise de sang, c'est un infirmier qui vient chez moi, qui l'a fait parce que je fais un malaise. Là, peut-être que tu regardes cette vidéo parce que tu viens d'apprendre que t'as de l'endométriose ou autre et tu te dis « Oh mon Dieu, c'est une maladie, apparemment, on s'en sort pas, on guérit pas ». Dites-vous bien que la médecine est en train de faire des progrès et surtout qu'on est en train de vraiment se pencher sur ce type de maladie, donc j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir et surtout là, je vais bien. Et même si c'était un effort colossal parce que c'est une opération lourde, mais en fait vous savez quoi, l'opération m'a fait beaucoup moins mal que mes douleurs d'endométriose. Donc tout ce temps à stresser, je ne l'ai pas bien vécu. L'opération, le post-op a été dur à cause de mes phobies surtout. Médicalement, tout s'est bien passé, il n'y a eu aucune complication. En mon cas, on a procédé par célioscopie, c'est des petites cicatrices très discrètes. Ensuite, on vient le chercher par voie naturelle, donc forcément, c'est pas réjouissant, mais je vous assure que ça se passe bien. Je n'ai pas souffert outre mesure. Il y a des douleurs qui sont pas marrantes, parce que par exemple, si vous avez déjà été opéré de cette façon-là, vous savez qu'il y a du gaz qui remonte, qui fait mal. Il y a beaucoup d'angoisse. Moi, mon problème principal, c'était l'angoisse et l'écœurement que je ressentais à cause de mes phobies. Mais sinon, ça s'est passé comme ça devait se passer. Par contre, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça me mette autant un coup mentalement, symboliquement. Il est lourd, en fait. Il porte une symbolique très lourde. Et même quand on ne veut pas faire d'enfant, et même quand on n'est pas en accord avec cette idée de... Moi, pour moi, la féminité, c'est pas l'utérus, d'accord ? Je ne veux pas cette vision-là. Parce que déjà, toutes les femmes n'ont pas d'utérus, toutes les femmes ne se servent pas de leur utérus. Donc, je ne veux pas de cette vision-là. Et pourtant, ça a été très choquant. Je me souviens d'avoir, pendant plusieurs jours, j'avais l'impression d'avoir un trou. Je disais, j'ai l'impression d'avoir un trou dans le ventre. Alors que, bon, ce que je sentais, c'est que ça tirait, c'est que voilà, on était venu faire quelque chose. Mais je visualisais un trou. Et je me disais, mais et parfois, j'avais peut-être l'impression d'avoir plus mal que ce que j'avais réellement, mais c'était tellement bizarre. Normalement, c'est une opération qui peut se faire en ambulatoire. Ambulatoire, ça veut dire tu rentres, tu te fais opérer le matin, tu ressors le soir. Et moi, je me disais, ça me rassurerait vraiment de passer la première nuit là-bas. Comme ça, en cas de problème, je suis sur place. Il se trouve que comme j'étais très très anxieuse et vraiment pas bien, blafarde, à pas savoir trop marcher, je suis restée en fait 2 nuits à l'hôpital. J'étais en état de choc, c'est-à-dire que je pleurais, j'étais dépassée par les événements. J'ai oublié d'expliquer en quoi consistait en fait l'opération. C'est-à-dire que y a l'hystérectomie bien sûr, mais on va aussi enlever les lésions qui peuvent rester. Parce que dans mon cas, il y avait encore des problèmes, il y avait un kyste qui était revenu, tout ça. Et aussi, moi, il s'agit d'une hystérectomie totale, c'est-à-dire qu'on enlève l'utérus, le col, mais on laisse les ovaires. Quand on laisse les ovaires, on n'est pas ménopausé, on est aménorrhé, on n'a plus jamais de règles, mais on aura une ménopause à un âge normal puisque le cycle hormonal continue. Je suis pas là pour vous dire faites cette opération, c'est formidable, je ne connais pas votre cas. Et aussi, il y a un délai de réflexion, c'est-à-dire que ça a été accepté et j'ai dû attendre 4 mois avant de signer et de fixer une date. Parce que c'est de la stérilisation volontaire et vous devez avoir un délai de réflexion, c'est comme ça, légalement, on peut pas faire autrement. Et aussi, un rebondissement qu'il y a eu dans cette affaire d'opération, c'est que quand j'ai eu mon rendez-vous post-opératoire, le chirurgien m'a expliqué que ensuite ils doivent donc certainement analyser l'utérus et ils ont trouvé en fait de l'adénomiose. L'adénomiose, c'est une forme d'endométriose mais qui attaque l'utérus en lui-même, c'est-à-dire que ça va dans les couches d'utérus, ça devrait pas être là. C'est vrai qu'en sachant ça, je me suis dit waouh, ça m'a encore plus confortée. Malgré les médecins qui me disaient « Vous ne trouverez jamais personne qui acceptera ça à votre âge, ce n'est pas possible. » J'ai 22 ans. Je vais bien. L'opération s'est bien passée. Là, actuellement, c'est comme si je n'avais jamais été opérée. Je me sens bien, je peux faire ce que je veux. Je vais bien et ce gros chapitre de ma vie est normalement clos. Si vous êtes dans une situation similaire à la mienne, et que vous êtes en train de stresser pour cette opération, je comprends votre inquiétude. Par rapport aux douleurs,
j'ai vraiment bien moins souffert de l'hystérectomie que des douleurs atroces que j'avais dans ma vie, sans compter les moments où j'étais malade, où on se retrouve aux toilettes alors qu'on a 20 ans, on devrait faire la fête, être avec nos amis, vivre sans réfléchir. Vraiment, je ne peux que vous conseiller déjà d'aller vous faire diagnostiquer si ce n'est pas déjà le cas. Je pense très très fort aux personnes qui n'ont pas de diagnostic et qui ne comprennent pas pourquoi elles ont mal et que les médecins leur disent « je ne sais pas, on voit rien, l'IRM ne révèle rien ». Peut-être que vous avez une forme d'endo ou d'adénomiose qui est très cachée ou autre chose et j'espère vraiment que vous allez trouver, et j'ai beaucoup d'espoir sur les avancées de la médecine. J'espère vraiment que vous trouverez une réponse rapidement pour pouvoir être soulagé. Ça peut être plein de raisons et encore une fois, prenez bien connaissance de vos droits quand vous allez chez le gynéco avant d'y aller. Dites-vous bien que vous êtes en droit de refuser. Si vous ne sentez pas le médecin, vous pouvez très bien dire là j'ai pas envie d'être auscultée, je viens pour discuter, je viens avec des résultats, je voudrais avoir votre avis, je viens pas pour qu'on m'examine et je viens pas non plus pour avoir un examen invasif. Si vous n'êtes pas prête, non. Les médecins ne sont pas nos ennemis. C'est les soignants, les médecins, les chirurgiens, c'est des métiers qui sont... Je les respecte tellement, puis je suis impressionnée en même temps par leur connaissance, par leur expertise, mais en même temps, malheureusement, ça peut se retourner parfois contre le patient ou la patiente, parce qu'on peut se sentir intimidé, se dire, bah, si le médecin me demande de faire ça, bon, bah, je vais le faire. Non. Il commence à avoir, parmi les médecins, parmi les chirurgiens, des personnes qui commencent à se réveiller sur tout ça. Et ça, c'est vraiment un message d'espoir. Vraiment, on se dit, il y a des choses qui bougent. Bien sûr, pas partout, et c'est pour ça qu'il faut se barrer quand on a un médecin, un gynéco, qui nous parle mal, qui s'impatiente, qui nous infantilise. Je pense aussi très fort aux personnes qui veulent faire des enfants, mais qui ont ces maladies-là qui compliquent la chose. Je pense très fort à vous, et même si je ne suis pas dans ce cas-là, je compatis vraiment très fort, parce qu'on est quand même dans des luttes qui ont un tronc commun. Voilà, j'espère que cette vidéo n'est pas trop confuse parce qu'en final j'avais écrit un plan avec voilà comme j'ai fait comme ça au feeling. J'espère que c'était assez clair, que c'était intéressant. Au final je pense que j'ai un peu abordé tous les points que je voulais mais un peu dans le désordre. Je vous souhaite bien sûr beaucoup de courage dans ce parcours, mais ça peut bien se terminer, ça peut vraiment être une ouverture sur une vie normale, vraiment, et en plus j'en suis tellement fière, c'est une fierté. En parler sur les réseaux, ça m'a motivée, parce que de ce fait-là, il y avait comme un engagement, je me disais, allez, j'ai commencé à en parler, je suis pressée de pouvoir documenter l'expérience et tout, et en même temps, il y avait une fierté après qui se dégageait, où je me disais, putain, c'est fait, c'est incroyable, j'ai 22 ans, j'ai plus d'utérus, je suis plus malade, je l'ai été, mais je ne le suis plus. Là, je vais bien, je n'ai mal nulle part, et on m'a écoutée, et maintenant, je vais bien.